Généralement, l'équipe du soir, on se pose des questions, oui, non, d'accord, pas d'accord et tout ça. Moi, pour Rafael Nadal, champion de cette envergure, légende du sport, je vais demander finalement de réfléchir peut-être à un souvenir, si vous l'avez vu jouer et tout ça. Premier de cordée, Stéphane Guy. Alors, vous, votre première intervention, c'est sur peut-être une image qui est assez récente. Ouais. C'est Nadal qui porte la flamme au JO de Paris. Pourquoi vous avez voulu nous parler de cette histoire comme ça, un peu spontanément ? Parce que quand je vais remonter ce moment où il apparaît, après au Brésilien, puis tout à coup Nadal apparaît, et je me souviens du sentiment, immédiatement les émotions que ça procure. Donc je me dis, pour qu'on ait une telle émotion à ce moment-là, c'est vraiment qu'on a quelqu'un d'hors norme. C'est pas forcément verbalisé, c'est instinctif, voilà. Et en plus, Nadal, Paris, l'histoire d'amour, c'est peut-être le champion étranger de sport le plus aimé par les Français, je pense, peut-être. J'ai pas vérifié, mais en général, sur les cérémonies d'ouverture et les derniers porteurs de flammes, c'est plutôt des gens du pays. Oui, non mais ça c'est extraordinaire. Du cru. Et là, tout d'un coup, il y a un Espagnol qui représente aussi Paris et qui le symbolise avec ses 14 victoires. Évidemment, du côté de la porte d'Auteuil. C'est une certaine idée de la France, Nadal. Quand je disais qu'il y a la chaîne, vraiment, c'est a beaucoup bossé, notamment l'équipe de choc là, qui passe le relais à toutes les autres émissions en début d'après-midi. Il y a Arnaud Clément qui a été joint par Maxime Montiou. Alors, il va nous raconter une anecdote. On est en 2004. Il y a une demi-finale, un match très important en Coupe Davis entre la France et l'Espagne. Ah oui. Le Français raconte son match avec Nadal. Et franchement, Arnaud, en 2004, là, début du premier set, il y croit. Récit, Arnaud Clément. Je le joue en demi-finale à Alicante, c'était la demi-finale de Coupe Davis quand même. Et puis je jouais très bien et je me suis dit dans ma tête, et puis je l'avais dit à Guy Forget au changement de côté, il faut que je continue à jouer comme ça parce que le petit jeune, il va pas tenir ce rythme-là, c'est pas possible. Et puis une heure et quart après, j'étais mené 6-4, donc ça c'était à 5-4 au premier, et je suis mené 6-4, 6-1, 5-0, une heure et quart après, donc ouais, c'était assez amusant. Sur le moment, ça m'a pas beaucoup amusé par contre. Oui, c'est ça, un peu de recul, un peu d'humour. Hugo Guimet. Ouais. Vous, c'est un peu la version française, parce que finalement, ça va renvoyer les souvenirs de Nadal à beaucoup de gens de votre génération, Hugo, il me semble. Hein. Oui, parce que moi, en fait, c'est ma jeunesse et c'est mon bac. Donc ça me rappelle mon bac que j'ai failli rater à cause de lui. Parce que 2005, bac de français, et Nadal arrive pour la première fois à Roland-Garros, qui gagne, c'est l'OVNI, tout le monde en parle et on regarde tous ses matchs. Je crois que Sébastien Grosjean lui prend un set en huitième, donc contre les Français, on regardait, puis il y a cette quart finale Djoko, demi Federer, finale Puerta, où il perd aussi le premier set. Et du coup, il y a cette légende qui démarre et on est tous Nadal et on attend le Roland-Garros de l'année suivante. L'année suivante, c'est vraiment le bac. Et en plus, il y a la Coupe du Monde. Donc on n'était pas bien. Bon, on n'a pas du tout révisé et on regarde tous les matchs de Nadal parce que en fait, il est stratosphérique. C'est la première finale contre Federer en plus en 2006. Et ce que ça déclenche chez nous, alors qu'on est des footballeurs en herbe, c'est qu'on prend la raquette et on va jouer jusqu'à la tombée de la nuit sur le cours du village parce qu'on veut tous essayer de faire son lift. Son coup droit, l'assaut. Question complémentaire, note au bac de français en 2005, entre guillemets. En fait, j'ai réussi à avoir mon bac à 10,02. Ah, 0,2. Ah oui, c'était... Moi, j'ai eu 16 et 14 au bac de français. Ouais, mais parce que tu t'intéressais pas à Nadal. Très bien, merci beaucoup. Vous aussi, là, ce que raconte, est-ce qu'on a tous, on va dire, un souvenir de Roland-Garros par rapport à nos années bac? Alors évidemment, moi, c'est pas Nadal. Hein. Va falloir un peu descendre. Hein. Moi, c'est Noah, moi, c'est... Voilà. Les années bac, moi, c'est début des années 90, donc ça doit être les périodes Agassi, Courir, Borghera, tout début des années 90. Et c'est vrai que c'était fou parce que moi, je séchais ostensiblement. Hein. Ah oui, dès le collège. Franchement, pendant Roland-Garros, on ne va pas me parler. Oui, je sais, j'en suis pas fier, mais bon. Ça m'a amené ici. Et après, vous faites passer pour un professeur. Franchement, c'est moche. C'est pas une réussite. Non, c'est vrai. Mais non, moi, c'est vrai qu'il y avait... Je disjonctais avec Roland-Garros, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien d'autre qui existait. En plus, ça commençait très tôt à l'époque. C'est-à-dire à 10h sur
à l'époque FR3. Et là, toute la journée, j'étais devant Roland. Souvenir de Stéphane Guy, c'était René Lacoste. Parlait. Olivier Rodriguez, chroniqueur de l'équipe du soir. Mais il est chroniqueur, mais il a un vrai métier. Il est coach de tennis, Olivier Rodriguez. Alors, je l'ai un peu mis au défi, je l'ai appelé. Raphaël Nadal prend sa retraite. Expliquez-nous, mon cher Olivier, ce que Raphaël Nadal a amené à porter au tennis, on va dire tennistiquement. On redescend là, vous nous prenez par la main mon cher Olivier, puis on arrive au bord du court. Qu'est-ce qui se passe là, avec Nadal? Écoutez, un récit passionnant. Bon, pour un nadalophile comme moi, c'est vraiment une sale journée. J'ai l'impression qu'on tire à coups de revolver sous mes meilleurs souvenirs tennistiques. Mais bon, ce que je voudrais vraiment surtout souligner maintenant, c'est l'héritage technique que laissera Raphaël Nadal dans l'histoire, ce qui fait sa signature. Cette signature, c'est son lift en coup droit, bien entendu. Un lift invraisemblable dans son intensité, tant sa balle était lourde et tant elle tournait incroyablement vite sur elle-même. Alors qu'on soit bien clair, Raphaël Nadal n'a pas inventé le lift. Dans l'histoire du jeu moderne, d'autres ont lifté, et formidablement bien même, comme Borg par exemple, ou encore Muster, Wilander, Kuerten, Jim Courier, pour ne parler que des spécialistes de terre battue. Mais personne, je dis bien personne, n'aura lifté comme Raphaël Nadal. Et là, quitte à surprendre, je vais vous parler de machine à laver. Oui, vous avez bien entendu, de machine à laver. Pourquoi? Parce qu'en tennis comme en électroménager, pour mesurer l'efficacité d'une balle ou d'un tambour, on parle en tours minutes. Eh bien, tenez-vous bien. Quand la moyenne des joueurs du top 100 mondial arrive généralement péniblement à 2500 tours minutes en coup droit, la moyenne de Raphaël Nadal était de 3500 avec des pics à 4000 tours minutes. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour ses adversaires, ça voulait dire beaucoup. En gros, ces chiffres, ils disent tout de la supériorité de l'Espagnol sur terre battue. Ils disent pourquoi sa balle giclait jusqu'à en devenir folle, pourquoi ses adversaires ne parvenaient pas à la contrôler. Ils disent surtout pourquoi son record de 14 victoires à Roland-Garros ne sera jamais battu. Enfin, ils disent pourquoi Raphaël Nadal était vraiment, mais alors vraiment, le seul à être unique. Merci Olivier Rodriguez. Eh oui, cette giclette de la balle. Moi, je me souviens d'un match que j'ai eu le plaisir de voir à Roland-Garros contre un adversaire espagnol, Albert Montanes. Oui. Coup droit d'un gaucher sur le revers de Montanes. L'enfer. Et donc, premier échange, et on le voyait, Albert Montanes qui était petit. Oui. Il arrivait, se déplaçait, il sautait, et l'autre, et il est mort. et hop. Et hop. C'est ce qui a tué Federer. Et à la fin, c'est enfin Albert Montanes. Bon bah voilà, terminé. Mais c'est ce qui a tué Federer. J'ai l'habitude de dire si la vie, la nature avait créé un joueur parfait, il aurait créé Federer. Mais s'il avait créé son antidote, il aurait créé Nadal. Parce qu'en fait, Nadal, c'est exactement ce qu'il faut. Mais c'est fou. On dirait qu'il a été créé pile. C'est incroyable. C'est-à-dire que Federer, qui pouvait absolument tout faire, mais ce revers au-dessus de l'épaule avec son revers à une main, ça devenait compliqué, et notamment sur terre battue. Et notamment avec le détail que nous apportait. Voilà, ces rotations. Et alors tu tiens un set, 2 sets, puis 3 sets, et puis tu as l'épaule qui tombe, quoi. Et puis tu commences à boiser, et c'est impossible parce que lui ne rate pas une balle. Et que l'autre finit par aller à la faute en revers. Dave, je vous branche parce que vous avez voulu me raconter un souvenir. D'ailleurs, c'est une superbe une, on est en 2009. Première défaite de Nadal à Roland-Garros. Vous m'avez parlé spontanément de tremblement de terre. Et en effet, cette une de l'équipe, on s'en souvient, le tremblement de terre. Pourquoi vous avez choisi ce moment, cette première défaite de Nadal à Roland-Garros? Parce qu'à l'inverse, en fait, cette défaite, elle illustre tout ce que Nadal représentait. C'est-à-dire qu'à Roland-Garros, c'est quelqu'un, et parce que là on est sur 2005 victoires, 2006, 2007, 2008. Et 2008, raclé. C'est un massacre intégral. Je ne sais pas s'il y a un joueur à ce point un jour dominé un tournoi. Et donc 2009, évidemment que c'est la route tracée vers un cinquième. Je gagne. Exactement. Et en fait, personne n'imagine que ce 8e de finale contre Söderling va devenir en fait peut-être le plus gros upset de l'histoire du sport. Moi, je l'ai comparé spontanément à Tyson quand il perd en 90 à Tokyo contre Buster Douglas. Ouais, pareil, Tyson qui dégage une impression d'invincibilité qui n'a jamais été battue, Nadal non plus à Roland-Garros, évidemment, et qu'en fait, ce sont des gens qui, à ce moment-là, personne ne peut imaginer, mais même un 10e de seconde, qui vont être battus. Et quand ce jour-là, ça arrive, en fait, effectivement, il y a une sensation de tremblement de terre, on a l'impression que tout fout le camp au niveau des repères. Et c'est à ce point... Tout le monde a un peu vrillé ce jour-là, que le public a encouragé Söderling. Et d'ailleurs, Nadal a mis un peu de temps à le pardonner au public français. Ouais, parce qu'en fait,
il comprenait pas pourquoi ce public, en plus lui, il avait toujours un comportement idéal, pourquoi le public encourageait Soderling, qui était juste personne, il était un joueur relativement odieux sur le court. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense, ça j'en ai jamais vu la certitude. Hein alors, il y avait le coup d'après. Enfin, on peut débarrasser Nadal de la route de Federer. Et puis, il y avait aussi, je pense, sur le moment, la sensation pour les gens de vivre un truc unique. Exactement. Et de se dire, mais attends, on pourra dire qu'on y était, quoi. Voilà. Et je pense qu'il y a eu ce mélange de ça. Et derrière, Nadal s'est rabiboché. Mais il y a eu des périodes où Nadal a eu un peu de problème avec la France. Vous vous souvenez quand il y avait un peu des blagues un peu sur le dopage, vous savez, les sketchs des guignols. Les guignols, voilà, exactement, des allusions des uns et des autres. Il y a eu une période un peu trouble pour Nadal. Et quand tu sais comment derrière l'histoire va continuer, c'est super parce qu'il a reconnecté complètement. Virginie, Nadal, légende de Roland-Garros. En 5 chiffres. Oui, on a isolé 5 chiffres avec Paul Xeri pour un petit peu illustrer l'histoire d'amour entre Rafael Nadal et le tournoi majeur français. 8, c'est la différence entre le nombre de Roland-Garros remportés par Rafael Nadal, qui en a pris 14, et la légende suédoise Björn Borg, qui en a gagné 6. 14, c'est le nombre de Roland-Garros remportés par Nadal. C'est autant que le nombre de grands chelems au total remportés par Pete Sampras. Sur ces 14 titres, il en a raflé 4 sans perdre le moindre set en 2008, 2010, 2017 et 2020. En parlant de sets, il n'en a perdu que 37 à Roland-Garros au total sur les 370 qu'il a joué, donc seulement 10%. Et enfin, 4, il n'a perdu que 4 fois sur le tournoi majeur contre Soderling en 2009, vous en avez parlé, Djokovic en 2015 et 2021, et enfin Zverev cette année au premier tour. Dave, il y a un chiffre qui vous procure un commentaire spontané, je ne sais pas, il y avait quelque chose comme ça? Oui, en fait, c'est le résumé de tout ça, mais en fait, on parle toujours d'un sportif comme ça, on va toujours non seulement le comparer aux sportifs de sa discipline, mais aux autres sportifs. Borg, il met 8 Roland-Garros à la deuxième marque. Bon. Et en fait, là où, et je rejoins ce qui était dit sur le fait qu'il était vraiment unique, je pense que c'est le plus grand record de l'histoire du sport. C'est-à-dire que je peux imaginer que les records du Usain Bolt, par exemple, seront battus un jour. Je pense que d'ici 10, 15 ans, il y aura quelqu'un qui va peut-être courir plus vite que lui. Je peux l'imaginer en tout cas. Personne ne fera 14 Roland-Garros. Je peux vous le signer. Personne ne le fera. On pourra battre ces 22 titres du Grand Chelem. D'ailleurs, ils sont battus, puisque c'est Djokovic. Mais même Djokovic, ces 24, ils pourront être battus, éventuellement. 8 ballons d'or compliqués. Les 14. Ouais, 8 ballons d'or. Ouais, peut-être. Mais je peux imaginer que c'est possible. Tu vois 14, oh, non. Ça... Ah non. Non, mais peut-être. Mais 14, ça voudrait dire que quelqu'un démarre avant ses 20 ans et que sans discontinuer quasiment, il gagne jusqu'à ses 35 ans. C'est de la folie. C'est vrai en fait, c'est injouable. En fait. C'est vrai qu'on vise là-dessus. Mon cher Johan, alors non, mais c'est vrai qu'on est en train de célébrer un champion. Vous parlez que de Roland Garros. Mais non, mais vous êtes vous un peu. À Wimbledon, par exemple. Ah, mais si vous voulez nous parler d'un Wimbledon 2008, je vais pas tout de suite vous activer parce que c'est un deuxième choix, Stéphane Guy. Après, on pourra en débattre de ça. Mais vous qui étiez un fan de Federer, quand vous voyez débarquer ce petit jeune. Moi, je me souviens que la première fois que je le vois, on va dire, débarquer, il y a une finale à Indian Wells ou quelque chose comme ça. Une finale à Miami où il mène 2-7-0. Miami. Il mène 2-7-4. Ouais, 2-7, et il perd en 5-7. Il perd en 5-7. Je dis là, c'est en 2005. Là, Federer va avoir un problème, et en plus, c'est sur dur. Vous, comment vous avez vu cette montée par rapport à votre idole Federer? Parce que Nadal, Federer sont liés, en fait. Ouais, mais c'est pas un problème, c'est que ça va faire un duo de fous, et après, il va y avoir un trio avec Djokovic, même s'il arrive plus tard, mais tu vas. C'est pas toujours vécu sereinement par les adorateurs de l'un ou de l'autre. Et puis tu vas avoir des matchs exceptionnels. Après, moi j'étais fan de Federer. Quand tu es fan de Federer, tu veux qu'il soit au sommet sur tous les records. Donc tu t'es dit qu'à un moment donné, tu voulais qu'il gagne Roland Garros. Et quand tu as vu arriver Nadal à Roland Garros, tu t'es dit putain, mais à quel moment il va pouvoir le gagner? Parce que 2009. C'était injouable. Donc oui, peut-être que Federer doit remercier Soderling, mais. Non, mais après, c'est fantastique quand tu le voyais jouer. C'est à la fois le mental, bien sûr, mais aussi cette faculté à toujours se remettre en question de l'énorme champion, en fait. Des gens hors normes, comme tu disais. Je pense que ça ne sera jamais battu.